au hasard, on peut le faire, ça prend du temps. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose qui permet de repérer ce qui intéresse tel ou tel lecteur, je veux dire, c'est bon, c'est pratique. Les collections, ça va être créé pour ça. Ça se crée petit à petit, mais ça va se créer pour ça. Il y a une identification visuelle, ça peut être des couvertures, ça peut être un format, ça peut être un certain nombre de choses. Et généralement, il y a une thématique commune ou donc c'est très bien pour le lecteur. Un lecteur qui aime le roman policier, ben, il n'ira pas forcément ce genre de collection et vice-versa. Un lecteur qui aime la littérature contemporaine, bon, il prendra des collections de Joseph Corti. Il sait à l'avance, il ne sait pas ce que va tel ou tel livre, mais il sait déjà qu'il peut commencer à feuilleter, il va déjà trouver de quoi se nourrir. Donc visibilité donc, pour le lecteur, visibilité aussi pour l'éditeur, et même pour l'auteur. Ne serait-ce que parce qu'un auteur, quand il écrit un livre, enfin quand il écrit un manuscrit, il ne va pas l'envoyer à n'importe quel éditeur. Il va l'envoyer à un éditeur dont il pense que ça peut l'intéresser. Bon, un auteur de science-fiction ne verra pas forcément chez Corti ses manuscrits, encore que. Et donc, il y a cette visibilité thématique, une visibilité aussi iconographique. On va voir un certain nombre de collections où on voit effectivement qu'il y a une unité iconographique. Justement, c'est ce qui permet d'attirer d'abord le lecteur. Le lecteur est attiré par l'iconographie, la forme, et après, il connaît les différentes collections, et après, il commence à feuilleter. Le problème de la collection aussi, c'est qu'on peut dire que ça définit un genre. Ou plus exactement, c'est le problème de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est la collection qui définit le genre? Est-ce que c'est le genre qui crée la collection? Bon, il y a un exemple que j'avais en tête, c'était Dashiell Hammett. Dashiell Hammett écrit en 1930, enfin publié en 1934 un roman qui s'appelle L'Introuvable. Il n'y avait pas de collection de romans noirs en France à l'époque, et c'est paru dans la collection L'Introuvable de Gallimard, et ça va être édité en série noire, et là c'est un roman noir. Un autre exemple, voilà. Vous avez ici La Mort de la Terre. La Mort de la Terre, c'est un roman qui est écrit par Rosny Aîné, qui est publié en 1912 chez Plon, et c'est un roman qui est à côté d'autres romans. Il est republié plusieurs fois, et notamment dans les années 50, dans la collection Présence du futur, La Mort de la Terre. Ça, c'est un roman de science-fiction. Ça pose aucun problème. Pour l'autre, non, mais je veux dire, La Mort de la Terre, chez Présence du futur, c'est un roman de science-fiction. D'ailleurs, il y a un écrivain célèbre, il y a une définition célèbre de la science-fiction mais qui a été attribuée à plusieurs écrivains. Généralement, on dit que c'est Sturgeon, et d'autres qui disent que c'est Asimov ou un autre, donc je ne dirais pas qui c'est. Donc, vous savez vous savez peut-être que les amateurs de science-fiction sont toujours en train de s'écharper sur le problème des définitions de qu'est-ce que c'est que la science-fiction, qu'est-ce que c'est pas que la science-fiction. Alors, cet écrivain, pour terminer, il a dit un roman de science-fiction, c'est ce qui est publié dans une collection de science-fiction. Voilà. C'est une boutade, mais en même temps, ça en dit beaucoup sur qu'est-ce que c'est qu'une collection. Un genre se définit parce qu'il se produit sous son label, qui est la collection. Quand commence un genre, le genre commence quand il commence à y avoir des revues spécialisées sur lui et des collections spécialisées. Avant, on ne peut pas parler vraiment de genre. Pardon. Le mot science-fiction lui-même apparaît vers 1950. La science-fiction existe bien avant. Ça commence avec Jules Verne en France, avec Wells en Angleterre, etc. Mais on peut vraiment parler de genre de science-fiction en France à partir des années 50. Pourquoi? Parce que d'abord, avant en France, le mot n'existe pas. Il apparaît justement dans les années 50. Et c'est dans les années 50 qu'il va y avoir vraiment une série de collections spécialisées et de revues qui vont être publiées. Même si je vous dis, avant, Jules Verne, Rosny Aîné, Maurice Renard écrivaient de la science-fiction sans le savoir. Ou plus exactement, certains savaient, mais ils n'appelaient pas ça comme ça. Il y a aussi des inconvénients aux collections. Inconvénient, c'est que ça peut être considéré comme réducteur. Je ne sais pas, moi j'ai lu beaucoup d'interviews d'écrivains, et à chaque fois qu'on pose une question à un écrivain, surtout un écrivain, pas forcément un écrivain de genre, mais ça arrive souvent, est-ce que vous vous définiriez comme écrivain dans tel ou tel genre? Généralement, la réponse c'est moi, non, moi j'écris de la littérature, je ne veux pas être réduit à une case, je ne suis pas une case. Bon, moi je suis bibliothécaire, et donc dans les bibliothèques on fait des cases. Bon.
Mais les collections, donc, ça peut être considéré effectivement comme des petites cases. Et l'inconvénient pour le lecteur, c'est de rater ce qui est hors collection. Autre inconvénient, oui, moi c'est ça. Oui. Donc j'ai un peu présenté, je ne vais pas faire un historique complet, hein, c'est pas possible. Je vais pas présenter les différentes collections. C'est une manière de voir aussi, de façon un peu différente, l'aperçu du genre en France. Alors, je tiens à dire d'abord, avant de commencer, que ça ne sera pas exhaustif, mais en même temps, je ne parlerai pas du tout de la littérature jeunesse, parce que c'est un domaine que je ne connais pas, donc je ne vais pas en parler. Je ne parlerai que de la littérature. Et travailler à la Bibliothèque nationale, bon, je vais insister quand même dans la Bibliothèque nationale, c'est l'histoire du monde, la mémoire du monde, comme disait Alain Resnais. C'est donc, on est quand même une bibliothèque patrimoniale, et donc je vais insister quand même un peu plus sur la présentation historique. Même si certaines collections dont je vais parler sont présentes uniquement chez les libraires d'occasion ou dans les bibliothèques, parce qu'on les garde. Donc, pas exhaustif et quelques collections emblématiques. En plus, ça va être un peu disproportionné, parce que pour des raisons d'horaire, sur la fin, tout ce qui est vraiment contemporain, je vais essayer d'être assez rapide, parce que normalement ça dure 2h30, et puis 2h30, ça fait 7h30, c'est peut-être un peu tard. Alors, je commence l'historique. Oui, alors pourquoi je commence par un historique? C'est parce que je me suis posé la question, comment j'ai présenté ça? Et je m'étais dit, j'ai présenté les collections par ordre chronologique. Le problème, c'est qu'il y a des collections qui durent 5 ans, et des collections qui durent 50 ans. Donc si je fais par ordre chronologique, ce que je vais faire d'ailleurs, je ne vais pas arrêter de faire un aller-retour dans le temps. Je vais arriver jusqu'à maintenant, puis après je vais repartir dans les années 50, etc. Donc je me suis dit quand même qu'il fallait faire une présentation rapide, de l'histoire de l'édition de science-fiction en France. Alors, on commence la première grande tranche, c'est avant-guerre, même au 19e et le 20e siècle jusqu'à 1950. Il n'y a pas de distinction. Les romans scientifiques, ce qu'on appelait les romans scientifiques, sont considérés comme de la littérature. La mort de la Terre chez Plon. Rosnier d'ailleurs fait partie du jury Goncourt, et Maurice Renard est salué par les écrivains de la NRF. Et le premier prix Goncourt, c'est le seul, je vous rassure, c'était un roman de science-fiction, c'est Jean-Antoine No, son roman s'appelle Force ennemie en 1904. Après, après 1918, dans les élites, on n'aime plus la science est proscrite, et toute la littérature qui s'y rapporte, parce que la science, notamment, il y a toute cette idée de progrès qui a été mise à mal par la Première Guerre mondiale, donc je veux dire, on ne s'intéresse plus vraiment au progrès. Le progrès, c'est dans les sciences sociales, c'est pas la science. La science, ça peut être que ça a permis de faire le gaz moutarde et les bombardements. Ça ne veut pas dire qu'on n'écrit plus de science-fiction, de littérature d'émancipation, mais ça reste au niveau de la littérature pour adolescents qui est méprisée par les élites, et la littérature populaire qui est méprisée aussi par les élites. Il y a quand même des exceptions, notamment un écrivain, un philosophe qui s'appelle Régis Meyssac. Régis Meyssac, c'est lui curieusement, qui va créer la première collection de science-fiction en France. C'est sa collection, voilà. Sa collection, il la présente ainsi, dans sa préface. Il dit, sa collection s'appelle Hypermonde, il l'a créée en 1936. Il dit, ce sont les mondes hors du monde, à côté du monde, au-delà du monde, inventés, devinés ou entrevus par les hommes à la riche imagination des poètes. Il faut, pour les visiter, entreprendre les voyages imaginaires, les voyages impossibles. Mais qui donc sait qu'une littérature existe, insoupçonnée, consacrée à décrire ces mondes, ces hypermondes? Donc, je veux dire, il y a la préscience qu'il y a un genre qui existe, un genre en gestation. Il ne donne pas de nom, il appelle ça l'hypermonde. Et malheureusement, pour lui, il va y avoir 3 numéros seulement. C'est 3 numéros, dont le premier, c'est lui qui est Kanzan Zizili. Le deuxième, l'autre numéro 3, c'est aussi lui, je crois que c'est La Cité des Asphyxiés, et un autre écrivain, et puis après, ça a tellement peu de succès que ça va s'arrêter. Ensuite, on peut parler, à partir des années 50, c'est très curieux l'histoire de l'édition de science-fiction.
la diffusion de la science-fiction en France, on a une sorte de cycle, un cycle de 20 ans. On a d'abord, pendant 10 ans, une expansion de la science-fiction, multiplication des collections, multiplication des revues, etc. Et les 10 années qui suivent, c'est une raréfaction. Les collections disparaissent les unes après les autres, les revues aussi. Et puis, de nouveau, on rentre dans un nouveau cycle, de nouveau plein de science-fiction, puis de nouveau raréfaction, de nouveau, etc., etc. Alors, le premier cycle, c'est les années 50, ça va en gros de 1950 à 1968. Il faut dire que, bon, on sort de la guerre et il y a l'importance du prestige américain. Tout ce qui vient des États-Unis, à l'époque, c'est génial. Bon, c'est pour ça qu'on va voir l'apparition du roman noir américain dès 1945 et la création de la collection série noire juste après. La science-fiction, ça met un peu plus de temps, mais bon, il n'y en a pas beaucoup de traduits. Et il y a quand même un petit libraire qui achète des romans de science-fiction, et il y a un certain nombre d'auteurs, d'intellectuels qui se réunissent dans sa librairie parce qu'ils aiment ça. Bon, ils sont anglophones. Alors, c'est des écrivains qui, certains sont connus, comme Boris Vian, certains vont le devenir, comme Michel Butor, d'autres vont devenir connus dans le monde de la science-fiction, comme Alain Dorémieux, Jacques Sternberg, Jacques Bergier, etc. Et bon, ce groupe, ils vont sympathiser, ils vont discuter, ils vont écrire un certain nombre d'articles, jusqu'à 1951, octobre 51, où il y a un numéro spécial des Temps modernes, qui est comme une grande revue, consacrée à la science-fiction. Et ce numéro, qui est piloté par Boris Vian, écrit dans ce numéro « La science-fiction, c'est une nouvelle mystique. Pour une raison bien simple, c'est la résurrection de la prose épique. L'homme et son dépassement par lui-même, le héros et ses exploits, la lutte avec l'inconnu. Mais l'inconvénient, c'est l'oubli total des auteurs français antérieurs. Je veux dire, pour eux, la science-fiction, c'est une importation américaine, et d'ailleurs, ils vont importer le terme science-fiction. On n'appelle pas ça ce genre roman scientifique, merveilleux scientifique, comme le voulait Régis Messac dans les années 10, on appelle ça science-fiction. Alors, j'ai oublié de dire tout à l'heure que je ne parlerai pas non plus des revues, parce que c'est encore un autre sujet, et ça sera encore plus long. Donc, mais pour illustrer les différentes périodes, je vous montre quelques numéros de revues. Donc, pardon. Les thèmes de cette période des années 50, c'est des thèmes classiques, les voyages dans l'espace, les extraterrestres, les voyages dans le temps, les mutants, l'apocalypse nucléaire, les histoires de robots, les empires galactiques, les sociétés futures, etc. Se créent simultanément des collections spécialisées, Anticipation et Rayons fantastiques dès 1951, et Présence du futur en 1953. Et 3 revues, donc Satellite, voilà à droite, qui va disparaître au début des années 60, Galaxy, au milieu, qui est l'édition française d'une revue américaine qui s'appelle Galaxy. Et Fiction, qui est aussi la version française d'une revue aussi, peut-être la plus importante à l'époque aux États-Unis, qui s'appelle The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Et la revue Fiction est importante dans l'histoire de la SF en France. Pourquoi? Parce que dans Fiction, contrairement à Galaxy, dans Fiction, on publie des auteurs français. Donc déjà, il y a des auteurs qui vont pouvoir se faire les dents, si on peut dire, qui vont pouvoir publier un certain nombre de textes dans cette revue. Autre intérêt de cette revue, c'est qu'il y a une partie critique. Une partie critique, et il y a aussi des lettres de lecteurs qui vont dire cette nouvelle j'aime bien, cette nouvelle j'aime pas, cet auteur j'aime bien. Bon. C'est-à-dire que petit à petit va se créer en France ce qu'on appelle le fandom. Bon, c'est un terme américain, ça existait aux États-Unis, mais bon, c'est grâce à Fiction que les gens, les amateurs de science-fiction vont pouvoir se connaître, discuter les uns avec les autres. Bon, à l'époque, on n'avait pas Internet. Et je veux dire, ça va aussi avoir une influence sur les auteurs. On arrive dans les années 60. Alors je l'ai dit, bon, la malédiction de l'édition française, c'est que c'est le désert. Les années 60 doivent disparaître. Donc, Galaxy qui va ressusciter 2-3 ans après. Bon, Fiction va continuer. Satellite va disparaître. On verra tout à l'heure une collection importante qui va disparaître aussi. Il ne se passe quasiment rien, sauf que en 1967, création de Opta, enfin, c'est un éditeur, et du club du livre d'anticipation qui va beaucoup faire, mais on en parlera tout à l'heure aussi.
On arrive en 1968. Ah oui, je vous dis aussi, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Parce que quand je suis parti, mais... Voilà. Voilà. Donc ça, on arrive en 1968. Donc là, vous avez quelques revues des années 70. En 68, c'est le renouveau. Alors d'abord, il y a mai 68. Mai 68, c'est une période d'extrême gauche, c'est le temps de la contestation, et on va privilégier, je vais privilégier juste après mai 68, tout ce qui était rejeté, tout ce qui était rejeté avant, rejeté par les élites, et comme les jeunes 68ards considèrent les élites comme bourgeoises, on va donc mettre un peu au pinacle tout ce qui était vilipendé. Ça va être la mise au pinacle de la bande dessinée, du roman policier et de la science-fiction aussi. Hein. En plus, le cycle de 20 ans peut s'expliquer aussi par le renouvellement des générations. À partir de 68, 70, il y a un renouvellement non seulement des auteurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jeunes auteurs qui vont arriver, mais aussi des lecteurs. Beaucoup de lecteurs nouveaux vont se mettre à la science-fiction parce qu'ils sont adolescents, ils deviennent jeunes adultes et ils s'y mettre. La génération d'auteurs, c'est une génération assez politisée. Hein. Michel Jury, Pierre Pelot, Jean-Pierre Andrevon. Bon, un des chefs de file de cette génération s'appelle Bernard Blanc, et pour montrer son rejet de la science-fiction de papa, si on peut dire, il va écrire un roman qui s'appelle « Pourquoi j'ai tué Jules Verne ». Bon. Les auteurs considèrent la science-fiction, considèrent que ce genre a un rôle d'avant-garde politique et littéraire, et pas seulement en France, hein, parce que c'est quand même au niveau mondial. Bon. En 1967, paraît aux États-Unis une anthologie qui s'appelle Dangereuse Vision, qui est dirigée par un auteur connu, enfin assez connu, qui s'appelle Harlan Ellison. Et Harlan Ellison dit dans sa présentation, Dangereuse Vision, en fait, il a demandé à des auteurs déjà connus d'écrire une nouvelle pour l'anthologie qu'il préparait, en leur disant « Écrivez ce que vous n'auriez jamais osé écrire pour des éditeurs normaux, pour des revues. Faites pas le pire, mais le meilleur dans quelque chose de complètement différent. » Et donc, Harlan Ellison écrit dans sa préface « Ce que vous avez entre les mains est plus qu'un livre. Si nous avons de la chance, c'est une révolution. Elle est née d'un besoin d'horizons nouveaux, de formes nouvelles, de styles et de défis neufs dans la littérature de notre époque. Si cette anthologie a été bien conçue, elle apportera ces nouveaux horizons, ces styles, ces formes et ces défis. » Et James Ballard, qui est un grand écrivain qui est mort il y a 2-3 ans, je crois, il a écrit une préface spéciale pour un de ses romans les plus connus qui s'appelle Crash. Il a écrit une préface spéciale pour l'édition française. Et il explique que la société dans laquelle on vit, c'est un peu la société du spectacle. Et il dit « Nous vivons à l'intérieur d'un énorme roman. Il devient de moins en moins nécessaire pour l'écrivain de donner un contenu fictif à son œuvre. La fiction est déjà là. Le travail du romancier est d'inventer la réalité. » C'est-à-dire que c'est quand même une vision comme très... ça fait presque penser à du Victor Hugo qui disait « Le poète, c'est le flambeau qui éclaire le monde ». Là, c'est quand même une vision... Le romancier, c'est lui qui crée la réalité, puisque la réalité est de la fiction. Excusez-moi. Donc, c'est durant cette période, les années 70, il va y avoir un changement de thème. C'est-à-dire que les thèmes qui vont être privilégiés, c'est le futur proche, la pollution. Il va y avoir un pessimisme radical. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je discutais avec des amis, etc., qui me disaient « Moi, jamais je dirais de la science-fiction, ça se termine toujours mal. » Ce qui n'était pas vrai auparavant, mais c'est vrai que la tonalité de la science-fiction, c'est une littérature qui, quelque part, serait une littérature de dénonciation, donc, je veux dire, c'est quand même très pessimiste. Dénonciation du capitalisme, primauté des sciences sociales sur les sciences dures, contrairement à ce qui se passait avant. Et on a aussi nos positions qui arrivent, les auteurs littéraires. C'est-à-dire que les jeunes auteurs, ce sont des gens, avant, dans les années 50, c'était des gens ou qui avaient fait des études scientifiques, ou qui avaient bourlingué, ou qui avaient fait, et qui s'étaient mis à l'écriture. Dans les années 70, les écrivains, ce sont des jeunes qui ont fait des études de littérature. Ce sont des gens qui sont quelque part des professionnels. Non pas que les autres ne le soient pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Le primat est donné à l'écriture, et parfois aux dépens ou des idées ou des aventures.
Et aussi, en tout cas en France, un essoufflement des grands genres. Non pas qu'ils disparaissent, mais par exemple, le space opéra est mal vu. Le space opéra, vous savez, c'est ces histoires qui se passent dans l'espace. C'était comme le point d'or de la science-fiction des années 50, et là, c'est quand même assez mal vu. Il existe toujours, mais uniquement, je caricature un peu parce que bon, il faut bien fixer les idées, mais ça existe surtout dans la littérature populaire, dans les collections populaires, dans les grandes collections, il y en a beaucoup moins. On peut dire aussi justement que le corpus traditionnel vole en éclats. Avant, il y avait la science-fiction, les amateurs d'abord ils pouvaient tout lire parce qu'ils s'en publiaient pas tellement. Là, il y a non seulement donc, il y a différents thèmes, mais il y a aussi différents genres qui se créent. Il va y avoir spéculative fiction, le space opéra, etc., qui ont de plus en plus des lecteurs spécifiques. Non pas que ça soit complètement étanche, mais quand même. Je veux dire, il y a des amateurs de SF qui vont lire la spéculative fiction parce que ce qui les intéresse, c'est effectivement tout le côté critique politique, ou le côté d'avant-garde littéraire, travail sur l'écrit, etc. Et d'autres qui vont rester fidèles au space opéra, vont à l'écriture classique. Et donc ça fait un peu ça se multiplie. C'est un peu, bon, je suis amateur de rock aussi, et je veux dire, c'est comme dans le rock au début, dans les années 60, les amateurs de rock écoutaient tout, et puis après, il va y avoir les amateurs de hard rock qui n'écoutent pas la même chose que les amateurs de glam, etc. Ça devient relativement étanche, et bon, dans la science-fiction, ce phénomène se crée aussi. Hein. Il va y avoir aussi une pléthore de magazines, souvent éphémères, mais ça va développer un milieu solide de fans. Hein. Quelqu'un a compté qu'il y avait eu 22 magazines dans les années 70, hein, dont certains ne dépassent pas le premier numéro. Alors oui, on a Fiction, donc qui continue hein, depuis les années 50, Galaxy aussi. Il y a Marginal, Orbi, Science Fiction. Les Horizons Fantastiques, c'est ancien aussi. Hein, mais ces trois-là, Marginal, Orbi,